Salut la compagnie. Bon, on vient de finir le match Paris Saint-Germain-Newcastle. C'était laborieux et on a le sourire alors que pourtant, un partout à la fin, c'est vraiment pas un bon résultat. Mais compte tenu du match, c'est difficile d'espérer mieux. Et c'est ça le plus triste en fait, c'est de voir que Paris, à domicile contre Newcastle, qui est quand même pas une mauvaise équipe, je suis pas en train de dire ça, mais il galère à mort. Et on a vu plein de choses qui n'allaient pas dans ce match et d'autres choses qui allaient bien. Mais d'abord, je voudrais juste revenir sur un truc, c'est que j'ai quand même été satisfait de ma soirée. Pas pour le résultat, mais en fait, j'ai eu de l'engouement pour cette équipe. Je la voyais avoir de la niaque, avoir de la hargne, avoir une âme en fait. Avoir une âme. Tu la voyais se battre. Elle voulait gagner contre Newcastle. Et ça va vous paraître con de dire ça, mais il y a tellement de matchs durant les dernières saisons de Paris où dès qu'ils étaient menés au score, j'avais l'impression qu'ils n'existaient plus, que voir ce Paris-là se battre et se démener pour réussir à gagner contre Newcastle, ça faisait plaisir. Voilà, fallait quand même commencer par un petit point positif parce que je vais un peu enchaîner les mauvaises décisions, enfin les mauvais points. Déjà pour commencer, le coaching de Luis Enrique. Oh, mais des fois, je suis pas dans sa tête, hein, et heureusement parce que j'ai l'impression que c'est chelou ce qui se passe. Hein. Je veux dire, j'ai l'impression que au milieu de terrain, quand t'as pas Isaiah Emery, t'es obligé d'avoir derrière notre cher ami Vitinha. C'est soit l'un, soit l'autre. Bon, idéalement les deux, mais il faut au moins un des deux. Quand tu commences au milieu de terrain et que les deux sont absents, alors que Vitinha, putain, il était prêt, on aurait pu le mettre, quoi. C'était un peu inquiétant. Et j'avoue que Lee, je suis pas convaincu. Bon, Danilo non plus, mais on n'avait pas vraiment le choix. Mais déjà, vraiment, l'équipe de base, elle m'inquiétait. Je la sentais pas vraiment quand j'ai vu l'effectif, enfin quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, on ne se donne pas tous les moyens de gagner ce match. Et heureusement d'ailleurs que à 1 heure de jeu, il décide de faire des changements, il fait rentrer Vitinha, et ça change tout. Vraiment, c'est incroyable, ça change tout. Et aussi, il fait rentrer... bon, ça c'est un autre problème, Barcola, on en reparlera après. Et puis, surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est que on est là, on attaque en boucle à partir de la 60e minute, et t'as l'impression que il attend la 80e minute, je crois, avant de faire rentrer Ramos. Il remplace Danilo par Ramos. On est en train de perdre 1-0, on les domine, on les écrase totalement, et t'attends les 8 dernières minutes de jeu, sans compter les prolongations, pour faire rentrer un attaquant supplémentaire. Tente le tout pour le tout, au pire, pardon, on perd 4-0, on s'en fout, mais il fallait tenter, quoi. Oh, moi, ça me tue, ce coaching, et il faut revenir. Il faut revenir sur notre défense et sur notre gardien de but. Oh, mais j'ai l'impression que c'est un running gag, en fait, de Donnarumma. Hein. Mais vraiment, c'est la blague. C'est la blague du Paris Saint-Germain de Donnarumma. Alors oui, il est excellent avec les... Enfin, il est excellent sur sa ligne, il fait des belles perfs, mais putain, mais dès qu'il a une balle au pied, c'est game over. Là, dès les 10 premières minutes, enfin 12e je crois, on a failli se manger un but parce qu'il fait une relance foireuse sur Hakimi. Bon, là, le but, il fait un mauvais contrôle, ça devait pas être très facile à faire, mais il est quand même en partie responsable du but qu'on se mange. Il est tellement pas rassurant, et je suis sûr qu'il en est convaincu. Parce que si vous faites attention aux relances qu'il a fait, les 3 quarts du temps, même quand c'était des 6 mètres ou autres, il faisait la relance à une passe vite fait à un des défenseurs. Il tentait même pas de faire des transversales. Il tentait rien. Tu sens que Donnarumma n'a plus confiance en lui. Et c'est normal, quand tu vois les performances qu'il a, honnêtement. Moi, ça fait longtemps que j'aurais demandé au coach de me remplacer au but par Navas. Hein. Non, je déconne, j'exagère évidemment. Mais vraiment, c'est vraiment triste ce que fait Donnarumma. Après, sa défense, elle est en bois. Je veux dire, le but qu'on se prend là, c'est incroyable, la passivité des défenseurs. Le joueur de Newcastle, il fait le terrain dans la largeur. Il y a limite pas un joueur qui lui va dessus. C'est juste comme des IA dans les jeux vidéo, vous savez, le mob il passe à portée du joueur, donc le joueur se dit ah bah tiens, je suis à 2 pas du joueur qui a la balle adverse, je vais y aller. Mais avant ils ne bougent pas leur fiac, et non seulement ils ne bougent pas, mais c'est même pas pour faire du marquage, parce que après avoir fait sa petite percée dans la largeur, il fait une passe à un des deux joueurs de Newcastle qui est à droite, il y a personne qui le marque, il y a personne qui le marque. Alors, faut m'expliquer, soit tu fais un marquage de zone et tu bloques une zone, et dans ces cas-là, normalement, il y a un joueur à cet endroit-là pour empêcher que ça arrive, soit tu fais un vrai marquage de joueurs individuel, et dans ces cas-là, bah, normalement, t'as pas un mec qui se balade comme ça, c'est pas normal. Après, ça va me faire mal de dire ça, mais ça justifie un petit peu parce que, bah, en défense, t'as plus personne. Je veux dire, Nuno Mendes, il est blessé, Kimpembe, il est blessé, et puis tu as évidemment Marquinhos blessé.
dans l'idée, notre défense, c'est ces trois-là, notre charnière défensive. Je compte pas Hakimi parce que pour moi, il est plus, il fait presque le rôle de milieu droit, vous savez. Mais c'est incroyable de voir que là, bah, on avait Danilo Pereira, on avait Skriniar, qui est vraiment pas terrible. Bon, on avait Hernandez, qui est pas mauvais, mais ben, il est tout seul à tenir la baraque, et encore, il n'a pas fait la meilleure performance de sa vie, et tu le voyais, dès que la balle, elle est en défense, et ça c'est depuis le début de la saison, on est sous pression. Les gens le savent, donc ils attaquent, ils pressent, ils pressent, ils pressent, et on est en galère. Et il y avait en plus une sorte de... Au début, en tout cas, du match, il y avait une énorme distance entre les défenseurs et les milieux de terrain qui faisait que c'était difficile de faire circuler le ballon. Déjà que les défenseurs ont du mal à relancer, alors si en plus les milieux de terrain sont éloignés, ça devient plus compliqué. Heureusement, vers la fin de la première mi-temps, t'as senti quand même que Paris commençait à prendre les choses en main, et ça a été encore mieux en deuxième mi-temps, surtout comme je l'ai dit à partir de la 60e minute, quand on a fait l'entrée en jeu de Vitinha et de Barcola, mais ça n'empêche que waouh. Alors, je vais essayer d'être le plus honnête possible par rapport aux performances de nos joueurs offensivement, mais je pense que les joueurs qu'on a recrutés cette année, même quand ils sont à leur prime, ils sont moins bons, et ça me fait mal de le dire, que les joueurs qui étaient là l'an dernier quand ils sont en mode un peu j'y vais tranquillou, tu vois. Genre Neymar et Messi, en mode je marche sur le terrain et je suis calme et je ne donne pas à 100%, bah, je trouve que ça rend mieux quand même que les prestations de Dembélé, de Kolo Muani et tout ça. Et je dis ça, c'est peut-être un peu exagéré, hein, je suis d'accord, mais c'est vrai que il y avait tellement de déchets dans ce match. Oh là 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 là, il y avait tellement de déchets, tellement le pauvre Barcola, il a trois quatre actions, il y en a au moins une qui doit mener au fond, et il n'y en a pas une seule qui rentre. C'était tellement triste de voir ça. Après, il faut dire que moi je suis défenseur de formation, donc j'enviais la défense de Newcastle qui était tellement bien positionnée. Ils sont tranquilles, ils n'ont pas besoin d'attaquer, ils gagnent 1-0, mais tu sentais que Paris avait du mal à passer les lignes défensives. C'était incroyable de voir que bah eux, ils savent se placer correctement, contrairement à Paris, hein. Après, il y a un autre truc que je dois dire, je reviens un peu sur le coaching, mais je comprends tout à fait. Il veut avoir le contrôle de la balle, il veut fatiguer les adversaires, et ça a marché, parce que mine de rien, si les 30 dernières minutes de jeu, elles sont totalement dominées par Paris, c'est aussi parce qu'on les a crevés à avoir le ballon en permanence et à les faire courir. Donc ça, je comprends tout à fait, mais, il y a des moments, je sais pas, il faudrait vraiment que, un jour dans un match, je compte ce truc-là, mais les moments où on peut se lancer vers l'avant rapidement, et où les joueurs décident de faire une passe soit à la verticale, enfin soit en largeur, soit en retrait, pour pas prendre de risques et garder le contrôle du ballon, c'est quand même trop souvent, ça arrive trop souvent qu'il y a des moments où j'ai le sentiment que on pourrait se projeter vers l'avant et on le fait pas parce que les consignes du coach font que on le fait pas. Et d'ailleurs, ça se voyait parce que comme j'ai dit, à partir du moment où on est arrivé à l'heure de jeu, tu sentais que les joueurs, ils avaient la pression pour marquer, parce que là, ils perdaient 1-0. 1-0, t'as pas le contrôle de ton destin en C1, donc fallait vraiment se donner à fond. Et du coup, tu sentais qu'ils prenaient plus de risques, et ça a fini par payer. En tout cas, c'était beaucoup plus spectaculaire, il y avait beaucoup plus d'action à partir du moment où ils ont décidé de se lâcher un peu plus. Ça a été dans le bon sens, jusqu'au penalty. Alors, je vais revenir dessus, parce que j'ai vu beaucoup de gens en parler de ce penalty-là, et pas mal qu'on dit qu'il n'était pas justifié. Pour moi, il est à 100% en fait. Parce que le truc, alors, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a eu, alors, la faute sur Hakimi, penalty, pas penalty, ils estiment que non. Ok, pas de souci. Il y a eu une autre main un peu avant, je crois qu'il y a eu une main 10 minutes avant, qu'ils n'ont pas sifflé encore une fois. Ok, là, ça faisait la main de trop. Surtout que, alors, j'ai vu les délires. J'ai cherché dans les textes de loi, j'ai pas trouvé d'article. Alors peut-être qu'ils ont enlevé, c'est pour ça. Mais il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, mais la balle elle touche le corps avant de toucher la main, donc c'est pas un problème. Du coup, ça veut dire que si demain il y a un mec qui fait un tir et que je la tape à la main, là, j'ai le droit de faire ça après, de taper enfin, si je la tape avec le torse une première fois, j'ai le droit derrière de faire un petit mouvement de main pour la pousser dans la direction que je veux. C'est ça la règle. Parce que non, en fait, c'est pas ça la règle. Et c'est pareil, la main involontaire, pas volontaire, ben, à partir du moment où ça anéantit une action de jeu, si elle est involontaire, tu siffles faute et il y a penalty. Si elle est volontaire, tu siffles faute et tu mets un carton. C'est ça la règle. Tu vas pas t'amuser à dire ouais, mais il l'a pas fait exprès, donc on siffle pas. À partir du moment où tu annihiles une action de jeu, même si
c'était dans le cours et que tu ne voulais pas le faire intentionnellement, eh ben ça compte quand même. C'est comme les fautes. Je veux dire, quand on siffle faute, la plupart du temps, j'imagine que le joueur, il se dit pas « Oh, allez, je vais déchirer le talon du joueur ». Il essaye de taper la balle, il n'y arrive pas, il touche le joueur avant, on siffle faute parce qu'il a touché le joueur et pas la balle. On est d'accord, mais je pense que c'est quand même rare les fautes qu'on siffle où le joueur se dit « Je vais annihiler le jeu et je vais essayer de faucher l'adversaire ». Là, c'est pareil en fait. Le joueur, il a les mains décollées, les mains sont à la verticale, elles sont pas du tout le long du corps, et puis en plus de ça, bah, ça tape le torse, et ensuite ça tape la main, et ça met la balle sur la trajectoire du joueur. Si jamais la balle touche le torse et elle repart pas sur le joueur. T'as véritablement anéanti une action de jeu. Et en plus de ça, le fait qu'avant, il y a eu 2 fois la VAR pour tester un truc pour Paris qui n'a pas abouti, bah tu te dis la troisième, je pense que ça joue aussi quand tu te dis bon, il y a 2 actions litigieuses, j'étais pas sûr qu'il y avait faute, donc j'étais pas sûr qu'il y avait pénalty à siffler, donc je l'ai pas fait. La troisième où t'hésites, tu te dis bon, s'il n'y avait pas eu les 2 autres, j'aurais peut-être pas sifflé, mais là je vais quand même peut-être siffler parce que ça commence à faire beaucoup quoi. Donc je vois pas les gens, je comprends pas pourquoi les gens disent que le penalty est injustifié. Compte tenu du match, compte tenu des éléments ambigus qui n'ont pas mené à un penalty avant, celui-là, pour moi, c'est normal qu'il y ait une faute qui soit sifflée. Et pas que à cause du passif, aussi juste à cause de cette main. Il n'avait pas à avoir la main, je suis désolé, on t'explique que les mains c'est le long du corps. Quand tu regardes 90% des joueurs des fois, quand ils sont dans cette situation-là, si vous regardez, ça arrivait d'ailleurs plein de fois dans ce match-là, les défenseurs de Newcastle, quand ils étaient dans la situation où les adversaires, souvent à gauche d'ailleurs, moins à droite mais plus à gauche, quand ils étaient dans une situation où l'attaquant adverse, l'ailier était sur le point de faire un centre ou un tir, ils ont les 2 mains dans le dos. Parce que c'est comme ça maintenant qu'on défend avec les réglementations du foot. Et lui, il était où ses mains? Elles étaient pas dans le dos. Elles étaient comme ça, voilà. Donc, pour moi, la faute, le penalty, est justifié. Du coup, c'est un match où je suis un petit peu dérangé parce que, comme je l'ai dit, d'un côté, je suis enthousiaste parce que j'ai vu une équipe de Paris qui avait la hargne, qui voulait gagner et qui a essayé de tout faire pour gagner. Mais j'ai vu aussi une équipe de Paris avec énormément de faiblesses, dû à son banc, encore une fois, enfin à son banc, à son infirmerie, encore une fois, sur les titulaires en puissance, il te manque au moins 4 joueurs, hein, même si Asensio est revenu, je pense pas qu'il soit à fond, etc. Donc c'est compliqué, mine de rien, dans ces conditions-là, de réussir à faire des bonnes performances, surtout quand il te manque quasiment toute ta défense type, voilà, ça pose un vrai problème. Le match en lui-même, je suis content qu'on ait réussi à faire un nul, mais si tu m'avais vendu un partout, si tu m'avais dit, en fait, avant que le match commence, qu'on allait faire un partout, j'aurais été déçu. Et au final, on peut être déçu, c'est juste qu'on est heureux quand on voit qu'on marque à la toute fin du match en mode miraculeux, avec un Mbappé qui n'a pas été terrible encore une fois. Alors je crois qu'Mbappé, sur la C1 cette année, 3 buts, 3 pénaltys. Je crois pas qu'il ait marqué un but en dehors des pénaltys. C'est problématique en fait. Si Mbappé il arrive à claquer 3-4 buts face à des équipes en Coupe de France amateur, mais qu'à côté de ça, dans les grands matchs à enjeu où on a besoin de lui, il fait pas la différence comme il peut faire avec l'équipe de France, ça va être problématique. Surtout que là, même si on a notre destin en main, c'est compliqué. Alors si on gagne contre Dortmund, c'est bon, on est premier du groupe. En plus, donc ce serait top. Mais Dortmund, ils sont sur une bonne lancée, alors que nous, c'est plutôt l'inverse. Et de l'autre côté, si on fait match nul, juste match nul, hein, je parle même pas de perdre, si on fait match nul à Dortmund, ce qui est pas gagné, et que derrière, on a Newcastle qui gagne à domicile face à Milan, ce qui est quand même le plus probable des scénarios, ben, on a perdu, on est 3ème. Alors après, au moins, là, on est sûr et certain d'être qualifié au moins en C3. Mais je peux même pas dire que C3, ça serait une maigre consolation, ça serait quand même une honte, parce que dans ce groupe-là, pour moi, quand on a annoncé le groupe de la mort, pour moi, c'était dans les 3 équipes en dessous. C'était pas Paris qui était emmerdé, c'était les 3 autres qui allaient se battre pour la 2ème place. Et au final, c'est pas du tout ça, parce que on a perdu des points bêtes face à Newcastle chez eux, qu'on a perdu le match contre Milan, qu'on aurait peut-être dû, enfin où j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment bataillé. Et puis là, le match contre Newcastle, bah, on a passé notre temps à courir après le score parce que la défense était fébrile, parce que Donnarumma s'est chié dessus. Voilà, donc ça commence un peu à s'accumuler et je me dis que cette équipe de Paris, ça me fait mal de le dire. Mais est-ce qu'elle serait pas mieux à être reléguée en C3 pour qu'on ait une chance de faire quelque chose d'autre que se faire éliminer? Parce que là, si c'est pour arriver en 8ème de finale de C1 et se taper un Real Madrid ou un Barcelone ou un Manchester City qui vont nous étriquer,
pas très intéressant, quoi. Parce que là, l'équipe est en reconstruction, donc je m'attends pas à gagner la C1. Je m'attendais pas à les autres années, il faut être objectif, hein, honnêtement. Mais quand même, j'aimerais bien qu'on avance un petit peu et qu'on puisse aller au moins en quart. Ce serait cool, les quarts de finale, quoi. Parce que là, Paris, dès que c'est la Coupe d'Europe, ça m'inquiète, quoi. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que ce match-là, on arrache le nul dans la douleur. Un nul qui est pour moi mérité, hein, qu'on se le dise, hein, les gens qui vont t'expliquer que Paris a volé le match grâce à son penalty, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné, hein, et regarder les matchs correctement. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont pas, beaucoup plus de choses qui ne vont pas par rapport aux autres années, et ça c'est le plus inquiétant. Alors en espérant que tout s'arrange quand nos chers Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos seront de retour, quand Asensio sera à 100%, quand Zahir Emery sera de retour, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de prier pour que toutes les planètes soient alignées, il faut essayer de s'en sortir avec ce qu'on a. La profondeur de banc, c'est important. Et c'est vrai que quand tu vois, on s'inquiétait en début de saison du milieu de terrain, et on a raison de s'inquiéter du milieu de terrain, mais je me rends compte maintenant, quand je vois l'enchaînement des matchs, que le problème qu'on a véritablement, il n'est pas au milieu de terrain, il est en défense. Et ça c'est encore plus inquiétant que le milieu de terrain pour moi. Voilà. Donc maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans la zone commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait de ce 1 partout? Est-ce que vous trouvez qu'il est mérité, pas mérité? Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe de Paris nous donne plus d'entrain que les années précédentes? Moi, c'est mon cas en tout cas. Je suis plus enthousiaste pour cette équipe que celle d'avant, alors que je pense que celle de l'an dernier, il y a 2 ans, était plus forte que celle d'aujourd'hui. Voilà, dites-moi tout ça dans la zone commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!